Je vous promets que cette vidéo va vous intéresser. En tout cas, si vous aimez rentrer dans les détails techniques, ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous présente cette vidéo qui devrait vous apprendre les bases de la téléphonie d'entreprise. On va bien entendu parler de VoIP et comment faire pour l'abaisser chez vous si vous en avez envie, mais je vais aussi faire un tour sur les technologies utilisées par le passé pour votre culture. Car oui, beaucoup de ces technologies sont actuellement en train de disparaître. Du coup, on va voir comment on faisait à l'époque. Normalement, après cette vidéo, vous devriez savoir vous repérer sur une installation typique. Aujourd'hui, on va parler d'analogique, de RNIS, de PABX et d'IPBX. Ça vous va? Alors c'est parti. Avant toute chose, je vais parler des bases de la téléphonie d'entreprise et pourquoi est-ce que vous auriez envie de bidouiller tout ça chez vous. On va donc faire un petit retour arrière dans les années 70. À cette époque, les gens ne sont pas prêts d'avoir un téléphone mobile et sont donc obligés pour téléphoner d'utiliser leur téléphone fixe. En 70, le téléphone commence à être adopté par de plus en plus de Français et beaucoup de foyers possèdent une ligne téléphonique partagée avec le reste de la famille. Si tu voulais appeler une personne en particulier, il fallait déjà être sûr qu'elle était chez elle et demander gentiment à la personne qui décrochait si tu pouvais avoir Michel au téléphone. C'était le même téléphone pour toute la famille. Et en entreprise, eh bien c'est exactement la même chose. Un pro, il a un réel besoin de téléphoner, peu importe l'activité. C'est le moyen de communication de choix. À l'époque, on ne peut pas du tout utiliser Internet, donc communiquer par mail ou par chat, c'était pas encore possible. Peu importe le cœur de métier, les gens, ils avaient besoin d'un téléphone. Sauf que pour la plupart des entreprises, eh ben, elles ont besoin de plus qu'un téléphone. Encore pour une petite PME, tu peux brancher plusieurs téléphones sur la même ligne et ça va fonctionner. Simplement, un seul téléphone pourrait être utilisé à la fois. Alors des personnes super malignes ont une super idée pour faire fonctionner tout ça et donner satisfaction aux professionnels. L'autocommutateur privé. Depuis les années 50, le réseau téléphonique n'est plus opéré par les demoiselles du téléphone qui s'occupaient de connecter les abonnés entre eux manuellement, mais on utilise plutôt des autocommutateurs. Ces grosses machines installées dans les centraux des opérateurs s'occupent de commuter automatiquement le réseau téléphonique pour connecter un abonné à un autre. Tout ça grâce à un identifiant appelé le numéro de téléphone. Concrètement, à l'époque, pour appeler quelqu'un, eh ben, tu prenais ton téléphone, tu composais son numéro avec le cadran, et le mécanisme interne de celui-ci émettait un certain nombre de pulsations qui étaient directement envoyées à l'autocommutateur public. Celui-ci décodait ces pulsations en numéro de téléphone et allait orienter l'appel jusqu'à l'abonné demandé. Le téléphone se mettait donc à sonner, on pouvait décrocher et les deux abonnés étaient connectés et pouvaient avoir une conversation. Puis je vais pas vous faire toute l'histoire, mais le système a rapidement évolué, délaissant les téléphones à cadran pour des téléphones à DTMF, qui, comme leur nom l'indique, envoyaient directement des fréquences vocales au système téléphonique pour composer un numéro. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend C'est pas pour faire joli, c'est littéralement des fréquences vocales que le téléphone envoie au réseau pour piloter les machines à distance. Et on en revient donc à nos entreprises qui sont de plus en plus grosses et qui ont besoin de plus en plus de téléphones. En fait, quelqu'un un jour s'est dit, et si au lieu que les téléphones soient directement branchés au réseau public, ils étaient branchés à une boîte qui était entre les téléphones et le réseau public. Comme ça, quand on a besoin de téléphoner, bah, on peut orienter l'appel sur une ligne publique qui est libre, et quand il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'appeler, bah, on peut le faire passer par une autre ligne publique. On pourrait même faire en sorte que les téléphones ils puissent s'appeler en interne. Comme ça, Michel de la Compta, quand il a envie d'appeler l'accueil, et ben, au lieu de composer le numéro public et de prendre une ligne externe, et ben, il peut directement composer un numéro interne, par exemple à 3 chiffres, et appeler directement l'accueil. Et comme ça, l'appel il passe que en interne, et comme ça coûte pas cher, c'est gratuit en interne. Et on pourrait même avoir un accueil. Comme ça, bah, quand tu appelles le numéro public de l'entreprise, tu as le téléphone à l'accueil qui sonne, et quand la personne au bout du fil, elle veut Michel de la Compta, et ben l'accueil il peut envoyer l'appel à Michel de la Compta sans physiquement venir lui passer le combiné. C'est pas mal ça. Et c'est comme ça que sont nés les premiers autocommutateurs privés. C'était des grosses machines qui rapidement ont inclus de plus en plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, on va pas parler de ces machines-là même si elles sont également fascinantes, mais on va plutôt faire un bond dans le temps pour aller dans les années 70-80. Comme toutes les technologies, les autocommutateurs privés, ou PABX pour Private Automatic Branch Exchange, ont évolué avec leur temps. Fini les autocommutateurs mécaniques, on passe à l'électronique. Et avec ça, l'avènement des postes et des lignes numériques. Et oui, avant, tu pouvais prendre un téléphone dans une habitation qui fonctionnait sur le réseau public, venir le brancher dans ton entreprise, et ça marchait nickel. Simplement, tu pouvais utiliser des codes de fonction pour piloter le système à distance. Par exemple, tu pouvais faire un renvoi d'appel avec un code de fonction qui te permettait de renvoyer tous les appels sur la messagerie et du coup de plus faire sonner ton téléphone. Votre demande a été prise en compte. Vous pouvez maintenant raccrocher. Et si c'était bien fait, eh bien le constructeur il pouvait même implanter un message d'information ou décrocher. Vos appels sont renvoyés. Vous pouvez toutefois établir une communication. Pour annuler les renvois que vous avez programmés, composez dièse 20.
Mais on s'est dit que c'était bien chiant de faire des transferts avec la pédale de décrocher et des codes de fonction avec des DTMF. Alors on a inventé le téléphone numérique. Un téléphone numérique utilise la même paire de fils téléphoniques qu'un téléphone analogique, sauf qu'au lieu de faire passer une tonalité par cette paire, il fait passer des informations numériques. Alors certes, il faut un téléphone propriétaire de la même marque que le PABX pour que ça fonctionne, mais ça permet de débloquer beaucoup de fonctionnalités, notamment avoir des menus, faire des transferts avec une touche, avoir des touches de supervision pour savoir quand un téléphone sonne et lui repiquer l'appel, etc., etc. Un téléphone numérique, c'est un téléphone classique survitaminé avec plein de fonctions en plus. Mais la téléphonie numérique n'a pas apporté que ça, elle a surtout apporté les lignes numériques. Au lieu d'avoir une ligne téléphonique où la qualité de l'appel elle est directement liée aux perturbations de la ligne, là tu pouvais faire passer des signaux numériques. Ce nouveau standard s'appelle l'ISDN, le RNIS en français, et il a été déployé en France sous le nom commercial Numéris. Une ligne Numéris, c'est une ligne téléphonique externe numérique. Pour l'utiliser, tu peux soit prendre un téléphone compatible Numéris, soit comme dans beaucoup de cas, brancher un PABX qui est compatible Numéris. Et ça, c'était génial parce que ça permettait de mutualiser les canaux par exemple. Au lieu d'avoir une seule communication possible par ligne physique, et bien maintenant tu en avais minimum 2 avec les T0 par exemple. Tu pouvais également, si tu étais une grosse entreprise, avoir un T2 qui te permettait d'avoir 30 canaux à 64 kilobits seconde, ce qui permettait d'avoir une super qualité téléphonique sans perturbation. Mais oui, c'est ça la magie des signaux numériques, c'est qu'on peut en faire passer plus. D'ailleurs, voici une ligne Numéris encore active. Ça devient de plus en plus rare aujourd'hui car Orange ne commercialise plus les lignes Numéris depuis fin 2019. Du coup, le seul moyen d'en profiter, c'est d'en trouver une qui est restée activée depuis tout ce temps, comme celle-ci. Voici donc comment fonctionne une ligne Numéris. Celle-ci est un T0, donc une paire de fils me donne 2 canaux de communication. Vous pouvez d'ailleurs voir la paire de fils qui arrive juste ici sur ce bornier. Ce petit boîtier là, ça s'appelle une TNR ou terminaison numérique de réseau. C'est un boîtier qui est forcément installé entre la ligne Numéris et l'équipement privé. C'est un équipement qui est techniquement encore sur la partie réseau de France Télécom et comme on peut le voir ici, c'est un truc qui leur appartient. On peut d'ailleurs voir que notre ligne Numéris est là en fonctionnant parce que cette petite LED elle clignote. Si elle clignote pas, c'est que la ligne elle marche pas. Pour la tester, c'est très simple, je vais tout simplement brancher mon téléphone Numéris directement sur la TNR. Donc comme vous voyez, en fait j'ai des ports RJ45 qui sont là juste en dessous. Donc comme vous voyez, le téléphone s'allume et je peux appeler le numéro de ma TNR directement depuis mon smartphone. Magnifique. Voilà, je peux décrocher. Vous voyez d'ailleurs que pendant un appel, la petite LED elle reste complètement fixe. Il existe aussi des TNR bien plus grosses, par exemple vous pouvez avoir des gros boîtiers Numéris avec plusieurs cartes quand vous avez plusieurs accès T0. On va faire un autre test. Je peux aussi faire un appel sortant. Vous voyez que ça fonctionne. Hop. Alors bien évidemment ici on n'est pas sur de la voix HD, c'est la fameuse qualité téléphonique qu'on connaît. Mais globalement il y a très peu de perturbations et ça permet d'avoir une bonne qualité de communication, surtout pour l'époque. Donc ça c'était pour tester ma ligne Numéris. Mais je peux aussi amener quelqu'un que vous reverrez plus tard. Ici j'ai donc un IPBX qui est compatible T0. Vous voyez que j'ai juste ici un câble qui est branché, que je vais brancher directement dans ma TNR. Je peux même faire un test d'appel. Voilà, là j'ai mon téléphone qui sonne, hop, je peux décrocher, ça fonctionne. Donc là j'ai certes un téléphone VoIP, mais il communique avec la TNR grâce à une carte T0, on en parlera plus tard. Après l'avantage d'un T0, comme je vous l'avais dit, c'était qu'on peut faire passer 2 communications simultanées sur le même accès Numéris. Du coup si je prends la deuxième ligne du téléphone et que je compose mon numéro, vous voyez que j'ai beau être en ligne juste ici, j'ai mon deuxième téléphone qui sonne et je peux décrocher. Et là j'ai les 2 communications, comme vous pouvez le voir ici, qui sont actives en même temps, il y en a simplement un qui est en attente, c'est celui-là. Voilà. Voilà, j'ai ma petite musique d'attente, c'est magnifique. Et je peux même mettre le deuxième en attente. Et normalement, lui aussi, voilà, j'ai la musique d'attente, c'est super. Donc là, comme on peut le voir, du coup, j'ai mes 2 communications en simultané avec le même accès Numéris. Un autre gros avantage du ligne RNIS, c'est que comme sur une ligne analogique, on peut y brancher un modem. Par exemple, ici, si je branche ce modem Diva USB ISDN, je peux me connecter à distance sur un système qui possède un autre modem Numéris. Et les deux peuvent dialoguer. L'avantage, c'est que le Numéris, c'est quand même 64 kilobits par seconde, donc on a un débit légèrement plus rapide qu'avec une ligne analogique à 56 kilobits seconde. En plus de ça, on peut s'en servir pour se connecter au modem intégré de certaines installations comme des vieilles centrales d'alarme RNIS, des centrales incendie et même des vieux autocoms Numéris. Ça nous permet de faire de la télémaintenance, de la téléexploitation du système sans être physiquement à côté et sans avoir besoin d'une connexion internet. Enfin bref, l'avènement du numérique c'était quand même une bonne révolution. Ça a notamment permis de voir l'arrivée des gros standards téléphoniques avec plein de touches pour appeler tout le monde dans la boîte. On a vu arriver la fonctionnalité de conférence audio à plusieurs et tout ça sur des systèmes de plus en plus efficients. C'est notamment à ce moment-là qu'on a vu Orange commercialiser des PABX Alcatel rebadgés Diatonis et on a déployé une chier dans les entreprises françaises. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Ericsson, oui, il est même que dans Sony Ericsson, a commencé à déployer une gamme de produits concurrents aux Alcatel. C'était les MD Evolution. C'est le même genre de boîte qui fait à peu près la même chose. Et par chance, j'en ai un ici aujourd'hui à vous montrer. Là, on est sur un MD Evolution qui date des années fin 90, début 2000, et il fait exclusivement de la téléphonie analogique et numérique. D'ailleurs, petite précision, mais dans cette vidéo, je vais parler principalement d'Ericsson, enfin surtout des marques qui ont découlé d'Ericsson, parce que c'est ce que je connais le mieux. Je sais bien qu'il y a des marques comme Alcatel, Panasonic ou Siemens qui ont fait des trucs qui font sensiblement la même chose que ces trucs-là, mais on va surtout se focus sur ça aujourd'hui. Je sais aussi que cette marque, elle a fait beaucoup plus de lignées de produits que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais faire exprès d'omettre des détails comme les OpenCom, etc.
etc. Mais sinon ça va être vraiment trop long. Donc AMD Evolution, c'est pas compliqué, c'est une boîte avec ton alimentation là au-dessus, avec une batterie de secours en cas de panne de courant, puis une magnifique carte mère qui ressemble presque à un PC à laquelle tu branches des cartes d'extension pour lui rajouter des fonctions. Par exemple, je pourrais brancher une carte qui m'ajoute des équipements de poste analogique, ou une carte qui m'ajoute des équipements pour poste numérique. Bon, ici j'en ai pas besoin parce que j'ai utilisé les 8 qui sont déjà intégrés sur la carte mère. Et je pourrais d'ailleurs aussi avoir une carte RNIS pour mes accès numéris, mais là ça m'est pas utile. Ces cartes vont en fait générer des signaux utiles à mes postes, et vu que j'ai beaucoup de slots, bah, je peux mettre beaucoup de postes. Il existe aussi les AMD Evolution XL qui sont la même chose mais avec encore plus de slots d'extension pour ajouter encore plus de cartes et donc encore plus de postes. Globalement ici j'ai un poste analogique, ici un poste numérique, et je peux effectuer un appel. Je peux décrocher, voilà, je m'entends, ça fonctionne, c'est les téléphones. Je peux faire aussi l'inverse, je peux prendre une ligne et puis l'appeler directement. Voilà. Ça fonctionne. Pour l'administrer, j'utilise le logiciel TLG qui est un client lourd propriétaire et qui me permet de l'administrer en détail. Pour le connecter à mon PC, je peux utiliser un adaptateur série vers USB que je connecte directement à la carte mère du AMD, juste ici. Les AMD intègrent aussi sur leur carte mère un modem numéris qui permet, si j'avais un modem numéris quelque part, de m'y connecter à distance et du coup de faire de la télégestion. On peut aussi citer les cartes radio qui s'enfichaient directement sur la carte mère avec ce connecteur et qui permettaient de connecter des bandes DECT au système. Ça permettait d'avoir des téléphones sans fil connectés au système en tant que numéro interne à part entière. Cela permettait par exemple quand vous aviez une très grande surface d'avoir plusieurs bornes Ericsson comme ça et qu'un téléphone puisse se balader de cellule en cellule sans que ça coupe. Très pratique pour les grandes entreprises par exemple. Bon, c'est super, mais là on se fait déjà chier. Alors pourquoi je vous parle d'Ericsson? Déjà, pour avoir les bases de la téléphonie classique, mais aussi parce que Ericsson fait partie d'une fusion très intéressante dont je vais vous parler. En effet, en 2008, Ericsson s'est fait racheter par un conglomérat de marques de téléphone, j'ai nommé Astra. Astra, eux, ça fait déjà un moment qu'ils faisaient du téléphone. En 1982, fusionnés avec Matra, ils se sont lâchés début 2000 et ont racheté plein de constructeurs comme la division PBX d'Ascom en 2003, puis 2TV et EADS en 2005. Alors comme dit plus tôt, cette vidéo elle est pas exhaustive, sinon elle ferait 10 heures. Mais Astra, ils avaient déjà un petit peu d'expérience en faisant les vieux téléphones Matra. Et pour le coup, ils avaient envie de se lancer dans le business du PABX. Alors tout d'abord, ils ont commencé par racheter la division PBX d'Ascom. Vous savez, Ascom, les mêmes qui font encore les téléphones DECT là, c'est eux. Ce qui a intéressé Astra dans le rachat d'Ascom, c'est que fin 90, début 2000, Ascom, ils ont créé plein de systèmes de PABX pour faire concurrence aux Ericsson, Alcatel, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'entre eux en particulier, l'Ascotel 300. Ascotel 150, Ascotel 300, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a moins de capacité sur un 150 et celui-là c'est un 300. Donc Ascom, début des années 2000, ils veulent aussi leur part du gâteau. Ils veulent se lancer dans le PBX pour les petites entreprises, alors ils créent avec Astra, l'Ascotel Intelligate. Ce sont des petits boîtiers à cap qui permettent de brancher plein de téléphones en façade avec des prises RJ11 ou RJ45. Tout ça en façade parce que ce petit boîtier il peut soit être raqué dans une baie, soit t'enlèves les petites oreilles ici et tu le mets directement au mur avec un kit vendu par Astra. En façade de base, vous avez des ports pour les postes analogiques et des ports pour des postes numériques. Vous pouvez aussi ouvrir le boîtier et ajouter des cartes additionnelles qui correspondent aux ports non labellisés en façade. Si vous ajoutez dans ce slot une carte 4 analogique, alors les ports juste en face de cette carte deviendront des ports analogiques. Si vous ajoutez une carte numérique, alors les ports juste en face de cette carte deviendront des ports pour les postes numériques. Et c'est super cette flexibilité parce que ça veut dire que tu peux configurer ton PABX en fonction de tes besoins. Mais le plus courant quand même c'était de mettre des postes numériques parce que en même temps que les Ascotel Intelligate, Astra a sorti les 53. Les 53, ça fait référence aux postes 5360, 5361, 5370 et 5380. Chacun avec des améliorations et des petites fonctionnalités en plus par rapport au modèle d'avant. Ce sont les postes numériques d'Ascom, en gros. De la même manière que chez les autres, j'ai des menus ici, j'ai une touche de ligne, j'ai des touches de supervision pour les autres abonnés, etc. Enfin bref, c'est des postes numériques d'Ascotel. Par exemple, si je fais ça, voilà, il fonctionne. C'est des téléphones. Ce système, cette fois, il se gère pas avec une connexion RS232 en port série, mais il se gère avec une connexion LAN. Je peux directement y brancher mon PC par exemple, ou un switch. Et tout comme les Ericsson, si ici je mettais une carte T0 et du coup que j'avais des ports numéris T0 devant, je pourrais le gérer via un modem ISDN. Ça fonctionne aussi. Comme d'hab avec les produits de chez Astra, je gère mon PBX avec l'AIMS ou l'Ascotel Intelligate Management Suite. Oui, ça pique tout autant les yeux que TLG de tout à l'heure. Pour me connecter à un système, je lui dis ici que je suis branché en direct en LAN, je mets mes logins par défaut qui sont admin puis 33 Astra, puis ensuite j'effectue une connexion en ligne pour me connecter directement à l'appareil et non sur la sauvegarde locale du PC. Là, il me demande le vrai mot de passe de la machine. Puis là il se connecte et il télécharge le contenu en direct. Je peux cliquer ici pour ouvrir les infos, ici pour tout déplier, et là j'ai tous mes menus de gestion. J'ai mes utilisateurs, les touches programmables sur les postes numériques, etc. C'est une interface de gestion en gros. On peut aussi sur les ports numériques brancher des bornes TDM pour Time Division Multiplexing.
Ça veut juste dire que c'est une borne numérique. Et ça, du coup, c'est une borne pour les téléphones DECT. Ça permet de déclarer n'importe quel téléphone compatible au GAP, donc le protocole DECT standard, sur le système interne. Et ça permet aussi de faire un truc stylé, c'est que tu peux brancher plusieurs bornes au même système, et tu peux en mettre plusieurs, du coup, dans des grands bureaux, et comme ça fait du handover, le téléphone il passe de borne en borne, sans coupure. Un peu comme les Ericsson. D'ailleurs, à cette période, ils en ont profité pour lancer la série des Astra 600. C'est des DECT qui sont pas super jolis, mais globalement, c'est le même principe que le Giga 7 que vous avez chez vous. Simplement, il n'y a pas de base qui se branche à la box, c'est directement connecté à la SB4+ sur le système. Alors, les Ascotel IntelliGate, ça marche super bien. Je pense que vous seriez surpris de voir combien encore aujourd'hui il y en a en prod. Bon, quand viendra prochainement la fermeture du cuivre et donc des lignes numéris, ils seront soit remplacés, soit passés sur des boîtiers One Access qui simulent un trunk et qui simulent des T0 que tu peux rebrancher sur un vieux PABX. Mais pour l'instant, il y en a encore pas mal qui tournent. Sauf qu'en 2005, rien ne va plus chez Astra. Astra, ils sont lancés dans le business du PBX pour devenir leader. Et pour l'instant, c'est pas avec les ventes des petits Ascotel qui vont y faire grand chose. Alors, comment pourrait-on répondre aux besoins des grosses entreprises? Eh ben, c'est simple, on rachète un truc qui marche déjà. Bah ouais, encore. Hein. En 2005, Astra se porte donc acquéreur de ADS Telecom qui, avec eux, ramène leur propre système de PABX. Le Nexpan. Le Nexpan, c'est un super truc. C'est construit pour faire de la haute dispo et de la grosse capacité. Quand tu regardes leur doc de l'époque, tu vois que les mecs ils faisaient déjà des clusters de PABX alors qu'on était en 2005. C'est un produit qui est tellement fait pour de la grosse capa qui propose une large gamme de PBX. On a tout d'abord le Nexpan C, qui est le plus petit de la gamme qui fait 1U, et dont tous les autres se déclinent puisqu'après c'est juste la même chose mais avec plus de capacité où tu peux mettre plus de cartes. On a donc le Nexpan S, qui fait 2U, sur lequel on peut ajouter du coup 3 cartes d'expansion en haut. Puis le Nexpan L, qui est juste un truc gigantesque et qui est fait pour les grosses entreprises qui ont besoin de beaucoup de cartes et de beaucoup d'abonnés. Et puis si ça te suffit toujours pas, bah on a l'Nexpan D qui veut dire duplex, et là on a carrément double carte mère, double alimentation, comme ça t'es sûr qu'il n'y a jamais aucun souci. Malheureusement j'en ai pas là pour vous montrer parce que c'est vraiment des vieilleries, mais j'ai quand même les postes numériques des Nexpan, les 760. Voilà, c'est un magnifique poste numérique de Nexpan qui, comme tous les postes Ericsson et les 53 de chez Ascom, eh ben il inclut toutes les fonctions recherchées pour un poste numérique. D'ailleurs regardez, j'en ai même un transparent. C'est la classe. En vrai, je vous fais pas la démo d'un Nexpan parce qu'en vrai, ça sert pas à grand chose. En effet, après avoir racheté Ericsson, eh ben Astra ils se sont dit, allez, on va réunifier notre gamme. Alors maintenant, fini les Ascotel 150 et les Ascotel 300. Je vous présente l'Astra 430. Déjà, vous avez remarqué qu'ils ont juste ajouté un 4 et enlevé un 0. Comparé aux 150 et 300, c'est du coup 415, 430 maintenant. Et c'est le même boîtier. C'est brandé full Astra et c'est le même principe avec le délire des cartes amovibles, etc. Je vous l'ai montré. Et du coup, je vous ai pranké depuis le début. Parce qu'en fait, eh ben, le 300 de tout à l'heure, c'était déjà cet Astra 430. J'ai juste changé la petite étiquette qui va devant. En vrai, à part la puissance de la machine et l'arrangement de certains ports, on n'y voit que du feu. C'est quasiment la même chose. Voici la photo d'un Ascotel 300. C'est quand même très semblable. Alors, par contre, pour le 400, ils ont quand même changé le logiciel de gestion. Ce n'est plus l'AIMS pour Ascotel IntelliGate Management Suite. Ça devient l'AMS. Pour Astra Management Suite. Astra, ils sont forts pour faire du neuf avec du vieux. Tellement forts que là, vous savez, les Nexpan qu'ils viennent de racheter, bah, ils ont voulu tout révolutionner comparé à leur ancienne gamme. Ils ont sorti l'Astra 5000. Ça ressemble quand même vachement à un Nexpan S, non? C'est normal, c'est la même chose avec un bleu un peu plus foncé. C'est le même principe avec les cartes au-dessus et tout, c'est pareil. Vous vous souvenez du Nexpan L? Astra XL. Le Nexpan D, on s'en souvient avec les deux alimes là. Putain. Astra XD. Je vous ai dit qu'ils étaient forts pour faire du neuf avec du vieux. C'est les mêmes en bleu plus foncé, c'est tout. Ils ont littéralement repris le produit de ADS Telecom là et l'ont brandé Astra. Le logiciel du Nexpan s'arrête à la release 4, et ben l'Astra 5000 commencera à la release 5. Ils ont même gardé le même logiciel en marquant Astra dessus. Mais bon, j'abuse un peu en vrai parce qu'un Nexpan ça se gérait qu'en interface série ou via un Minitel. Là on a quand même droit à une interface web, attention, qui reprend honteusement les boutons de Windows XP, mais t'inquiète. La 5000, c'est littéralement un Nexpan un petit peu upgradé. C'est tellement la même chose que si tu prends un poste numérique de Nexpan et que tu le branches sur un A5000, bah ça fonctionne. C'est pour ça que je vous ai pas fait une démo de Nexpan, c'est qu'en vrai, flemme, ça fonctionne exactement de la même manière avec un A5000. Donc autant que je vous montre ce que fait la 5000. La 5000, c'est quand même plutôt spécial comme truc. Sur chacun des modèles, vous avez une ou plusieurs, dans le cas de la XD derrière, carte UC, c'est la carte mère en gros. Puis vous avez aussi des ports ici en façade pour brancher vos téléphones. Vous avez aussi, selon les versions, plus ou moins de ports d'extension pour ajouter des cartes. Ça peut être des cartes analogiques, numériques, etc. Ça peut donner des situations un petit peu comiques comme sur un AXL ou un AXD où tu peux mettre beaucoup de cartes.
Et du coup, beaucoup de postes. Mais c'est pas tout, je vous ai dit tout à l'heure qu'un gros atout d'une Expan, c'était la capacité. Et ben le 5000, c'est la même chose. Tu peux créer des multisites de zinzin avec ça. Tu peux connecter avec des liaisons numériques ou avec des liaisons internet, et ben plusieurs autocoms, même plusieurs AXD si tu veux, et tu peux faire d'énormes réseaux. Et du coup, avec beaucoup de réseaux d'autocom, tu fais beaucoup de téléphones. Pour gérer tout ça, tu as aussi le Mi Voice 5000 Manager. En gros, c'est un client lourd qui permet de chapeauter tous tes autocoms et de gérer des installations de plusieurs dizaines de milliers de postes. Bon, ça existait déjà avec le Nexpan et le 7425, mais c'était sacrément moche quand même. Tu me diras, le 7450 actuel, il est pas si beau non plus. Mais bref, tout ça pour dire que la 5000, le goal, c'est la capacité. Dans le 5000, tu peux faire une gestion multi-société, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux appliquer des paramètres en fonction de chaque société pour chaque abonné, ce qui est un contrôle ultra granulaire et ultra pratique. Et surtout, au début des années 2010, Astra te permet enfin de passer en full IP avec le 5000 virtuel. C'est une machine virtuelle du 5000. Sauf qu'en vrai, comparé à des trucs comme ça, elle a encore plus de capacité parce qu'elle tourne pas sur leur hardware spécifique, elle tourne sur vraiment un hyperviseur. Donc en fait, elle a énormément de capacité cette VM. Mais le gros souci du 5000, c'est que sa base de code, elle date du Nexpan, toujours. Ils ont juste rajouté des bouts par-dessus pour garder la compatibilité, un peu comme Windows avec les vieux programmes par exemple. Mais ça fait que depuis des années, on a toujours les mêmes limitations ultra débiles parce que c'est juste la même base de code. Par exemple, quand tu associes deux terminaux physiques sur le même abonné sur un 400 par exemple, quand tu appelles le numéro interne, ça fait sonner les deux postes. Et pendant que tu es en communication avec l'un, tu peux utiliser l'autre comme tu le souhaites. Alors que sur le 5000, si tu associes les deux sur le même numéro, lorsque l'un d'entre eux est en communication, l'autre devient inutilisable. Genre, même les menus, ils sont complètement bloqués. Ça, c'est une casserole que le 5000 se traîne depuis le début, mais c'est toujours pas réglé. Et les exemples comme ça, je vais pas tous vous les lister, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, en gros, le problème principal du 5000. C'est que c'est toujours la base de code du Nexpan. Du coup, je peux vous le dire, il y a des fois, il y a des trucs bien débiles. Mais au moins, les sauvegardes que tu fais dans une vieille version, elles sont compatibles avec les nouvelles versions. Ça, c'est cool. Parce que oui, un A5000, c'est vraiment une diva. Déjà que les menus sont complètement imbitables et que tant que t'as pas eu une formation constructeur, en vrai, tu peux rien faire dessus. C'est le genre de hardware, ça, ultra sensible. Il faut par exemple pas éteindre un 5000 avec une coupure de courant, genre en coupant avec le bouton derrière. Sinon, t'as une chance sur deux pour complètement corrompre la carte flash qui lui sert de disque dur. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Donc pour l'éteindre proprement, c'est un appui court sur le bouton SHTD en façade et tu attends bien que la LED rouge ait fini de clignoter et elle passe en vert. Aussi, autre fait que ce soit une diva, quand tu veux lui réinitialiser sa configuration, tu utilises une procédure spéciale qui s'appelle le CTRL-I. Parce que littéralement, tu te branches en port série dessus et sur le clavier dans PuTTY, tu fais CTRL-I. Si t'attends pas 15 minutes après avoir fini de faire ton CTRL-I et que tu essaies de te connecter sur la page web, encore une fois, t'as beaucoup de chances de corrompre la flash. Ouais, c'est cadeau. Si tu cliques trop vite dans un menu, il va planter. Enfin bref, un AXS, XL ou XD, c'est vraiment des trucs sensibles, faut pas bidouiller. Si tu commences à faire des modifs sur la page web qui te semblent complètement innocentes, des fois tu vas te retrouver plusieurs jours après avec genre des caractères spéciaux sur les postes quand ils vont démarrer. Ce genre de truc. Si tu actives pas le serveur DHCP lors du CTRL-I dans PuTTY et que tu essayes de le faire après coup dans la page web du truc, parce que tu peux le faire, le truc il va juste se couper au bout de quelques secondes et te dire qu'il y a une erreur. Mais tout ça c'est parce qu'en fait, le PABX est mal démarré. Enfin bref, c'est vraiment pas un truc pour les bidouilleurs, c'est super relou à prendre en main et surtout à faire fonctionner correctement. Même avec la doc de 600 pages que tu trouves sur internet, c'est compliqué. Et surtout, je vous vois arriver, là vous avez envie, là c'est un défi que je vous lance, vous avez envie d'en acheter un, vous avez envie de tester, d'essayer. Je vous arrête tout de suite, ces trucs-là ils sont soumis à licence. En gros, t'es forcé d'utiliser ce qu'il y a déjà dedans. Si tu veux par exemple rajouter une licence dedans pour utiliser un téléphone IP, tu peux pas, parce que la licence, il faut aller l'acheter auprès d'un revendeur agréé, Astra. En plus de ça, le numéro d'identification du PABX, il est enregistré chez son revendeur originel, donc en fait, si tu as envie de rajouter quelque chose, il faut que ce soit le revendeur originel qui l'a acheté neuf, qui le fasse. En plus de tout ça, les licences, elles coûtent une blinde, et en plus de tout ça, il faut des licences pour absolument tout et n'importe quoi, comme des codecs ou pour la fonction messagerie vocale. Et par-dessus tout, si ton PABX il est pas sous assurance logicielle, ou SOA, comme ils aiment bien l'appeler, tu peux ni rajouter des licences, ni le mettre à jour. Tu peux rien faire. Et tu l'auras deviné, pour ajouter de la SOA, un, ça coûte très cher, et deux, il faut que ce soit le revendeur original qui l'a vendu il y a 15 ans qui le fasse. Autant te dire que c'est foutu. En gros, acheter un AXS sur le bon coin, c'est genre mission impossible, parce qu'il faut avoir une chatte monumentale pour tomber sur un AXS qui ait des licences pour des postes IP, des licences pour des trunks SIP, pour les bons codecs, pour les boîtes vocales, et surtout, il faut que le truc il soit pas dans une version qui est trop ancienne, sinon tu vas en chier. En plus de tout ça, niveau logiciel, maintenant les AXS, ils sont plus maintenus. La dernière version disponible sur ces trucs-là, c'était la release 7.2 SP7, et aujourd'hui on en a 8.2 SP2, je crois. Donc en vrai, vous faites pas chier avec un AXS. De même, vous faites pas chier avec un Ascotel ou un 430. C'est pareil, c'est soumis à licence, ces merdes. C'est souvent pas à jour, et souvent vous les trouverez sur le bon coin dans des versions qui sont 2010. Donc en vrai ça vaut pas le coup. Vraiment oubliez, hein, sans licence, c'est des presse-papiers ces trucs-là. Pour en revenir quand même à notre histoire d'Astra, quand ils sortent la 5000, ils sortent aussi une gamme de postes pour aller avec leur nouvelle A5000. Je vous présente donc
les 67. La gamme des 67, elle existe du coup en poste numérique, analogique et aussi en version SIP. Il faut par contre les brancher aux équipements qui sont dédiés au poste. Donc là-bas, mon poste numérique, je l'ai branché sur un équipement numérique et mon poste analogique sur un équipement analogique. Et je peux faire le même test que d'habitude. Ça fonctionne. A l'inverse, je peux prendre mon poste analogique et... Tada! Oh, les deux en même temps! Du coup, les postes numériques, eh ben, ils ont aussi des menus. Normalement, ils ont des menus, mais celui-là, pas de menu, putain. Oh. Bienvenue sur le serveur vocal de messagerie. Boîte vocale inexistante. Ah. Y recommencer. Tout comme les postes Ericsson et les 53, du coup, les postes 67 de chez Astra qui sont numériques, eh ben, ils ont des menus. Et voilà, tu peux faire défiler. Donc, je sais pas si vous voyez grand chose à la caméra parce que vraiment, c'est écrit tout petit et on voit rien du tout. Mais bon. Du coup, sur le 5000, on a aussi des accès de télémaintenance. Donc, soit avec les ports T0 qui sont ici intégrés pour du numéris, on peut aussi l'avoir avec le port T2. Et il supporte toujours la connexion Minitel. Comme quoi. En retournant à un accès T0 en S0, on peut aussi brancher cette borne de Nexpan, qui est une borne de ECT exactement comme la SB4+ des Ascotel. C'est le même principe de fonctionnement, tu branches, ça marche, tu peux te balader entre les cellules, etc. Puis Astra, ils ont dit stop. Attends, on arrive dans l'ère d'Internet, là, on utilise encore des postes numériques. Ça va pas. Alors ils ont enlevé les postes numériques de leur gamme pour passer aux 6800. Et là, on est enfin sur une gamme de postes SIP qui ressemble à quelque chose. On a des écrans couleurs, des touches programmables un peu stylées, des fonctions diverses. Enfin bref, un peu comme un Cisco ou un Yeelink. On a donc dans cette gamme le 6863, le plus petit, puis le 6865, le 6867 et le 6869. Il existe aussi le 6873 qui est une grosse daube qui bug et donc je l'ai pas ici parce que je m'en fous. Après pour le coup, c'est des postes SIP qui marchent super bien. C'est juste que ce qui est vachement bien avec du coup Astra, c'est que tu peux les auto-provisionner et genre programmer les touches sur la page de l'IPBX, ce qui est ultra pratique quand on a beaucoup à gérer. Tout se fait sur la page web de l'autocom et puis paf, les modifs elles s'appliquent en direct sur les téléphones. Puis en 2014, Astra annonce qu'il merge avec la marque Mytel. Pareil, qui était une marque qui s'était pas mal démarquée en vendant des offres PBX en voix sur IP, notamment avec ses postes qui sont I2. Voilà, je n'ai même pas envie d'en parler. Je vous ai pas fait l'histoire de Mytel, hein. C'est jusque là, sinon on en a pour 3 plombes. Donc je n'ai rien de Mytel à vous présenter qui prédate la fusion avec Astra. Astra prend donc officiellement le nom Mytel en 2014 et c'est pour ça que tous ces téléphones ils s'appellent Mytel et non pas Astra. Dans le même temps, Mytel, ils ont toujours leur gamme de 430 là qui traîne, hein, qui est toujours active d'ailleurs. Sauf que c'est des merdiers qui, comme d'habitude, au fur et à mesure des mises à jour, ils commencent à bugger énormément. Donc, comme d'habitude chez Mytel et Astra, on fait du neuf avec du vieux. Je vous présente le révolutionnaire Mytel SMBC pour Small and Medium Business Controller. C'est la même boîte, hein. C'est la même boîte que le 430, qui, je le rappelle, était déjà la même boîte que l'Ascotel 300. Du neuf avec du vieux, hein. Et là du coup Mytel, ils se retrouvent avec deux gammes différentes, complètement distinctes. D'un côté ils ont les 400 pour les petites entreprises et les petits budgets, et les 5000 pour les grosses entreprises avec de la capacité pour les plus gros budgets. Chaque équipe de développement améliore le produit de son côté dans son petit coin, et tout se passe bien. Sauf que je vous ai pas tout dit. Oui, parce qu'à l'époque quand même Astra, ils se sont posé une question. Les petits PABX pour les petites entreprises, les gros PABX pour les grosses entreprises, et si on faisait un entre-deux? Voici l'Astra 470. En fait, c'est juste un 400 avec beaucoup plus de slots et beaucoup plus de cartes. Je comprends pas le principe. Déjà pour commencer, t'as un petit écran en façade en couleur qui est tout mimi, mais surtout tu peux lui mettre plein de cartes qui ont beaucoup de capa. Autant en AXS tu peux lui mettre des coffrets d'extension et donc faire des agrégations de boîte avec des câbles un peu spécifiques, autant ça c'est impossible sur un 470. Alors ils ont voulu trouver autre chose, c'est les bandeaux FOP. En gros sur une carte comme la 16FXS que vous voyez ici, vous avez les premiers ports qui sont des ports gris, ça c'est des ports analogiques normaux. Vous avez aussi la 16DSI, DSI c'est pour les postes numériques. Et sur ces cartes, vous voyez que les derniers ports c'est des petits ports bleus. Les ports gris vont de 1 à 8 et puis après vous avez les ports bleus qui vont de 9 à 16. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans un câble classique RJ45 Ethernet, tu as 8 fils, tu as 4 paires de cuivre. Sauf qu'un poste analogique ou numérique, il utilise qu'une paire, il utilise que 2 fils à chaque fois. Donc ça veut dire que dans un câble comme ça, tu peux faire passer 4 postes par câble. Donc en gros ça veut dire que si je prends mon cordon et que je me branche sur ces ports bleus, en fait les ports 9-12 qui sont ici, ils sont en fait reportés sur ces 4 ports qui sont ici. Du coup ça permet de faire en sorte que comme le dit son nom, la 16FXS ici, il y a 8 ports ici, et après je peux brancher un deuxième cordon entre ces deux là et j'ai encore une fois 4 ports plus 4 ports ici. De surcroît ce que tu peux faire du coup sur un 470, c'est que tu peux avoir beaucoup de bandeaux FOP et tu peux avoir plusieurs cartes, par exemple des 32 DSI ou 32 FXS. Tu blindes le coffret 470 de ces cartes là et après tu vas avoir plein de bandeaux FOP
top avec plein d'équipements dessus. Et c'est comme ça qu'on fait de l'AKPA avec du 400. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais ils l'ont fait. En plus de ça, à ce moment-là, ils ont sorti l'AIN ou l'Astra Intelligent Network. C'est la même chose que la mise en réseau des 5000, sauf que ça marche moins bien. Voilà. On se demande toujours pourquoi ils se sont fait de l'autoconcurrence. Mais bon, évidemment, un 470, ça reste un 400, donc vous vous en doutez. Ça fonctionne aussi avec les SB4+, les bandes TDM des 400. Voilà. Et ça reste un 400, donc évidemment, tu prends des postes TDM 53. Et ben, ils s'allument aussi. D'ailleurs, petit aparté, mais ça fait quand même un moment qu'Astra, ils font des postes IP. Même les 760, comme ça, ils existent en version IP. C'est juste de la merde, mais ils existent. Et les 53 aussi, ils existent en version IP. Par exemple, moi, j'ai un 5380 IP. Il fonctionne très bien, il fonctionne même avec les codecs audio HD, ça c'est cool. Enfin tout ça c'est super, mais bon, actuellement, Mytel, ils ont toujours les postes 68 là, les full IP. Alors qu'est-ce qu'on fait en 2019? Du neuf avec du vieux. Et un truc pas flou aussi. Merci de bien accueillir les 6900. C'est les mêmes avec les écrans glossy. C'est littéralement les mêmes menus que les 68, hein. Il n'y a aucun effort. Je vous propose qu'on joue au jeu des 7 différences. Alors voici le 6863 avec son homologue le 6905. Puis voici le 6865 et son homologue le 6910. Puis voici le 6867 et le 6920. Et enfin le 6869 et le 6930. Puis il y a aussi le 6873 et le 6940. Effectivement, ils ne se sont pas foulés. Ils ont quand même rajouté le Bluetooth sur le 6930, ça c'est cool. D'ailleurs, voici un 6940, et quand je vous disais que ça rame, je ne blaguais pas. Ça rame fort fort. Hein. Enfin bref, au moins tous ces postes là, tout comme les 68, eh ben ils fonctionnent autant sur les 5000 que sur les 400. Ça c'est cool. D'ailleurs, ils fonctionnent sur n'importe quel PBX. En fait, tous les 67 IP, les 68 et les 69, eh ben c'est des postes SIP. Donc si tu as envie de te connecter manuellement sur l'interface web de chaque poste et puis de les enregistrer sur un astérisque par exemple ou un FreePBX, ça fonctionnera. Ça fonctionnera tout comme un Yealink ou un Cisco. Faudra juste toi-même à la main provisionner les touches. Par contre, les 53 IP, ça faut faire attention, c'est pas des postes SIP, c'est du propriétaire IP. Donc ça marchera pas sur de l'astérisque. Par exemple, si vous voulez mettre un 6920 sur de l'astérisque, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avant de bidouiller des 5000. Vous devez juste savoir que le code du menu avancé dans le téléphone et donc de la page web, c'est admin 22222, 5x2. Et si vous avez vraiment pas le mot de passe, vous pouvez le mettre en mode web recovery, donc au démarrage en maintenant 1 et dièse, puis après en lui poussant un firmware avec un serveur TFTP, etc. etc. Bref, il y a de la doc sur internet, je me fais pas de soucis. Les 6900, en vrai, c'est des téléphones assez jolis, je trouve, et même si on n'a pas de PBX Mytel, bah c'est toujours cool de les utiliser avec de l'astérisque. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne surtout pas acheter d'A5000 ou de 400, mais bien d'utiliser par exemple un post Mytel SIP sur un FreePBX. Et d'ailleurs, en parlant d'un autre truc qui fonctionne aussi sur de l'astérisque, on n'a pas parlé de l'OMM ou l'Open Mobility Manager. C'est la solution DECT IP de Mytel. Ils ont piqué ça à 2TV quand ils les ont rachetés en 2000, je sais pas combien. C'est une solution de borne IP ultra complète qui permet de faire comme les bandes TDM, et ben du handover, etc. mais en full IP. En fait, c'est des bandes qui ressemblent à ça, donc ça c'est une RFP45, mais il y a aussi les anciennes bandes, les RFP35. Ce petit truc là, ça héberge une page web, donc l'OMM, et ça s'auto-provisionne très facilement sur du 400 ou du 5000. Et bien c'est que du coup tu peux déclarer tous tes abonnés là-dedans, et ça devient des abonnés SIP standard. Et comme je l'ai dit avant, et ben Mytel ils ont complètement arrêté les AXS, XL et XD. C'est vraiment des vieux papis qui rament. Alors ils l'ont remplacé par un autre truc qui est tout mimi. Le 5000 compact. C'est compact, hein. Alors vous faites pas d'illusions, hein. Eux ils vous vendent ça en mode ouais c'est une appliance dédiée. Non, c'est un mini PC avec un Atom dedans. Et ça fait tourner une Rocky Linux 8, et après t'as tout ce qu'il faut directement sur la page web. C'est rien de plus que ça, mais bref. Un compact pour le coup ça marche vachement mieux qu'un AXS. Ça rame pas du tout vu que c'est une VM qui tourne sur l'Intel Atom, là sur du Linux. Et il est possible de le mettre à jour dans la dernière version, la 8.2. Là le mien il rame pas du tout, il va vachement bien, et pourtant c'est un compact V1. Là actuellement ils en sont à la V4. Ce qui est cool aussi avec les dernières versions du Mytel 5000, c'est qu'ils ont ajouté le support pour le codec Opus. Ce qui est plutôt stylé que quand le compact que t'as acheté il a pas la licence G722. Ah Mytel! Je suis pas énervé, tout va bien. Mais ce qui est cool c'est que sur les postes compatibles Opus, eh bien tu as aussi les guides vocaux en Opus, comme le fameux maintenant. Votre demande a été prise en compte. Vous pouvez maintenant raccrocher. Je m'en lasserai jamais de ces trucs. D'ailleurs, bouteille à la mer, hein, mais je suis passionné par les musiques des vieux PBX comme ça. J'ai quand même réussi à trouver la musique des vieux guides vocaux des 5000 en R5, celle-là même. La ligne est occupée. Vous pouvez demander le rappel automatique en composant R5. Elle s'appelle Let's Do Lunch de Bill Holloman, mais vous pouvez la trouver sur YouTube en tapant AT&T Uverse Hold Music. Donc ça c'est cool, je l'ai retrouvé, mais il m'en reste deux qui sont absolument impossibles à retrouver sur internet. C'est déjà la musique de fond de ces fameuses annonces là dont je vous ai parlé. Mais aussi la musique d'attente par défaut des 5000.
cliques sur le compact, mec. Fume-le. Et baise-le. Je vous jure, ces trucs-là, c'est introuvable sur le net. Donc si vous avez du talent pour retrouver les musiques perdues, n'hésitez pas. Et j'espère qu'une chose en vrai, c'est que ce soit les copyrights de YouTube qui me disent que c'est la musique. J'ai encore divagué de fou là. Ouais. Là, on est en 2024. Et j'ai un problème. Mytel, ils m'ont brisé le cœur. Ils ont annoncé la fin de vie des 400 début 2024. Moi j'aimais bien les 400, j'ai tout en 400 chez moi. Contrairement aux 5000, les menus dans un 400 c'est super bien foutu. Et tu pouvais faire des trucs stylés quand même avec. Mais là, début 2025, ils arrêtent de vendre des SMBC des 479. Puis dans quelques mois, eh ben, c'est la fin des consommables, donc des cartes. Puis en 2027, ils arrêtent le logiciel et les mises à jour. Et ça me fait bien chier parce que chez moi, tout est en 400. Et c'est une magnifique transition pour vous parler de mon installation VoIP chez moi. En gros, je vais vous faire un tour complet des téléphones et de qu'est-ce qui est programmé. Voilà, donc je vais vous présenter en détail mon installation VoIP. Voilà, comme ça, je vais vous montrer, je vais vous faire le petit tour. Dites-vous juste un truc, c'est que si vous voyez un peu de poussière sur certains téléphones, c'est tout à fait normal. Il y en a, en fait, ils servent juste de show. En fait, on s'en sert jamais. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont peut-être un peu dégueux, voilà, au sous-sol, des trucs comme ça. Bref, vous verrez ça. Ce que vous devez vous dire déjà, c'est que moi, chez moi, j'utilise un Mi Voice 400 virtuel. Voilà, donc c'est une version du SMBC ou du 470, mais sous forme de VM qui tourne sur un hyperviseur. Moi ça tourne sur un Proxmox, on ira le voir juste après. Et du coup c'est ça qui sert de serveur téléphonique à tous les téléphones que vous allez voir ici. On va déjà commencer par le commencement. Donc ici sur mon bureau, moi j'ai mon téléphone principal. C'est mon 6930, voilà, il est beau, il est magnifique. Vous allez pas voir grand chose, mais voilà, c'est un Mytel 6930, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est quand même la classe parce que déjà j'ai une extension de touches, voilà, comme ça j'ai les touches de tout le monde. Et surtout j'ai le combiné Bluetooth. Et oui, moi j'ai pas le fil. Et ça c'est la classe. Donc voilà, j'ai même personnalisé les téléphones avec le petit fond d'écran Imotech Network, voilà, ça c'est la petite référence. Et ici j'ai mon extension de touche avec tous les champs d'occupation. Ça on y reviendra juste après. Donc voilà, c'est le téléphone principal, il est beau, il est magnifique. Et du coup sur mon utilisateur le 200, j'ai pas que ce terminal là, j'en ai aussi deux autres. J'ai aussi mon téléphone DECT ici. Donc ça c'est un Mytel 622 DT. Voilà, c'est un DECT, c'est comme les autres, les 612 qu'on a vu, mais sauf qu'il est en version noire, voilà, parce que c'est les nouveaux. Donc voilà, un DECT qui va bien. Et j'ai également aussi le fameux 5380 IP. Voilà, donc le voici avec sa magnifique extension de touche. C'est surtout pour faire des tests, hein. Je m'amuse pas à avoir plein de téléphones dans tous les sens, voilà, pour que c'est vraiment pour faire des tests, sinon j'ai pas besoin de 3 téléphones sur le même numéro. Mais voilà, ça c'est le 5380, pareil avec son module extension de touche qui va très bien, hein. Voilà, les trois que je vous ai montré là, ils ont le numéro 200, et je vais me reculer un petit peu, et là vous allez me traiter de fou. Je vous présente l'étagère des téléphones, donc c'est l'étagère de test que j'ai juste à côté de moi. C'est vraiment, c'est pour des tests, hein. Je m'amuse pas à avoir des téléphones comme ça, voilà, je me justifie, mais c'est pour des tests. La preuve, regardez, si on commence ici en bas, on a des cartes mères et des cartes pour les ports d'A5000, on en a plein, genre, on a des Astra, des Mytel avec diverses licences en plus, donc voilà, c'est ma réserve personnelle de cartes de Mytel 5000. On y trouve aussi du coup ce 6930 qui lui n'est pas connecté au 400 mais qui est connecté au compact. Le petit compact que vous avez vu, en fait j'ai un VLAN différent. J'ai un VLAN pour tous mes téléphones sur le 400 et j'ai aussi un VLAN du coup sur le compact aussi qui remonte par le switch que vous voyez juste ici. Voilà, il y a des VLAN et du coup j'ai celui-là, ce 6930 du coup qui est sur le compact, et j'ai aussi ce 6865, ce 6865i qui est juste ici. Voilà, donc ces deux là, c'est les deux qui sont sur le compact et qui servent à faire des tests avec le compact. D'ailleurs, petit truc stylé aussi, c'est que le compact, bon, je vais pas vraiment trop vous en parler ici, mais il est connecté via un lien SIP au 400. Donc en fait, les numéros du compact peuvent appeler les numéros du 400 et vice versa. Et du coup, c'est un peu stylé, il y a une liaison SIP entre les deux, c'est stylé. Ça, c'est juste là parce que je fais des tests avec des Mytel 5000 compact. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, ceux-là, c'est full test. Ils sont pas vraiment utiles. Ici, on retrouve un magnifique E-Link qui est là, pareil, juste pour des tests, hein, il sert pas à grand chose de plus. Et il y a encore deux trucs en plus sur cette étagère qui sont branchés à ceci. Ceci, c'est une Mytel TA ou Terminal Adapter. En fait, c'est littéralement la même chose qu'une passerelle Grand Stream ou une passerelle Link 6. C'est vraiment juste une passerelle SIP vers analogique. C'est tout ce que c'est. Mais de Mytel. Alors bon, ils l'ont piqué à Mediatrix avec ces Mediatrix là. Ils ont juste rebadgé le truc. Mais globalement, c'est une petite boîte où genre t'as une entrée Ethernet et t'as deux sorties FXS pour brancher des téléphones analogiques. Et du coup, ça permet d'avoir du coup des téléphones analogiques sur ma VM400. Donc ça, c'est la TA7102 avec deux ports analogiques. Il existe aussi la TA7104 avec 4 ports analogiques. La TA7108 qui, vous l'aurez deviné, a 8 ports analogiques. Et du coup, qu'est-ce que j'ai de branché sur cette TA? J'ai le Minitel ici, parce que oui, les tags sont combinés et oui, il fonctionne. Hop, voilà, ça tourne. Ça fonctionne. On a aussi une petite LED d'état ici qui nous dit que voilà, elle est en utilisation. Et si je raccroche, hop, voilà. Donc ça, c'est le premier poste analogique. Et on a aussi, il est planqué derrière, mais le 2PEP Premium 20 qui m'a servi pour les tests durant toute cette vidéo. Voilà, c'est juste un téléphone analogique dégueulasse qui sert juste à faire des tests. Et il a cette sonnerie là horrible que vous avez entendue.
Voilà. Donc ça c'est pour mon adaptateur analogique. Si on continue un petit peu, on a aussi le 6940 du décor. Il est vraiment juste là pour décorer lui. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, mais c'est un 6940. Ce 6940 est couplé à ce magnifique 622 DT, encore un. Pareil, hein, c'est juste pour le décor des vidéos, voilà. Mais ils sont fonctionnels, hein, ils fonctionnent, attention. J'ai aussi juste à côté rajouté une borne OMM, voilà, c'est elle qui héberge mon OMM chez moi. C'est le Cipdeck, on en parlera après, il n'y a pas de souci. Évidemment, quand je tournais la vidéo, j'en ai oublié un. Juste en dessous du décor, le 53i, un peu poussiéreux. C'est la version IP des PN que vous avez vu, et très poussiéreux, bordel, avec un switch encore planqué là. J'en ai partout des switches comme ça. Hein. Si je vais un petit peu plus loin, on se retrouve vers l'étagère Ikea, puisque c'est une étagère Ikea. Donc on a ici un 612 du coup qui est sur l'abonné étagère Ikea, couplé avec ce magnifique 6920 et son extension de touche. Alors l'extension de touche, elle est un peu niquée, hein. Il y a des lignes, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai eu pas vraiment cher celle-là, et c'est pour ça qu'elle est là. Pareil, c'est juste du chaud. On a ici les deux decks un petit peu exotiques du coup, un S700H Pro de chez Giga7 et un 5613 de chez Mytel. Voilà. Ça fonctionne. Vous avez peut-être vu aussi d'ailleurs que j'ai mis des photos. Voilà, on peut faire un serveur photo avec les trucs de Mytel. C'est une VM qui tourne aussi, on le voit mieux sur le 6940, voilà. J'ai des photos pour quasiment tout le monde, voilà, c'est bio. C'est tout bête, hein, c'est juste vraiment un serveur HTTP en mode dégueulasse. Mais ça fonctionne en tout cas. Hein. Voilà, ça c'est pour les téléphones de test que j'ai dans mon bureau. Maintenant, on va aller voir une autre pièce. Donc dans cette pièce-là, j'ai aussi un 6865, voilà, c'est dans un bureau, donc ça fait complètement le taf. Il fait la même chose, hein. Je me suis même fait chier à faire la petite étiquette ici pour les touches, voilà, elle est très très bien cette petite étiquette. Pour la cuisine, on trouve encore un 722 de chez Mytel, et il marche très bien en tant que DECT, voilà. On trouve aussi une autre RFP45 de chez Mytel qui est planquée derrière la télé, avec bien sûr un switch et des VLAN, hein, on change pas les bonnes habitudes. Puis après on arrive dans le garage avec un 6869i, voilà, pareil, qui fait téléphone de garage qui marche très très bien. Et après on finit à la cave où il y a encore un autre 6869i qui est là du coup sur la baie. Donc ça c'était un peu mes téléphones, donc c'est juste des téléphones cibles qui ont des numéros internes, tu peux appuyer sur une touche ou composer le numéro, tu peux les appeler, ça fonctionne nickel. Et donc pour ce qui est du bout d'infra dans la baie, et bien voici. Donc la baie elle a pas mal évolué depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Le switch 24 ports devient de plus en plus plein, hein, comme d'habitude, regardez-moi ça. Je suis passé du côté obscur. Voilà, mais ça fonctionne vachement bien pour le coup. Et j'ai 2-3 petits bouts de VoIP, comme encore une TA juste ici qui me sert pour mon modem US Robotics. Modem qui est relié à une VM sur mon serveur de VM Windows XP, qui me sert à connecter la VM genre en 56K par exemple, chez un pote qui a lui aussi une TA et lui aussi un ordi avec un modem 56K. Donc comme ça en fait on peut vraiment faire des connexions modem à travers de l'IPsec, et ça c'est stylé. Parce que oui, j'en ai vaguement parlé, mais en fait j'ai plein de potes qui eux aussi ont des téléphones genre comme ceux-là, des SIP. Et eux ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des petits pare-feux XL qui sont connectés en VPN IPsec à ce Fortinet. Ce qui fait que j'ai genre 6 ou 7 potes qui sont partout en France et qui ont une connexion VPN directement sur mon VLAN téléphonique grâce au Forti, et qui fait que eux aussi peuvent brancher des téléphones et eux aussi on peut s'appeler en direct. Donc ce qui fait que c'est du coup plutôt stylé, c'est que voilà, vraiment j'ai un réseau interconnecté et tout le centre des opérations est ici. Donc à part mon bout de modem avec ma TA ici, j'ai surtout un truc très important, c'est cette merdouille là, une audiocode MP118. Alors je vous dis ça, c'est parce que c'est un enfer à configurer. Regardez la gueule de l'interface web, hein, pardonnez-moi. En fait cette audiocode c'est une passerelle FXO, c'est-à-dire que vous connaissez ceci là, les passerelles FXS qui te donnent une ligne analogique en convertissant sur du SIP. Et ça fait complètement l'inverse, c'est que littéralement derrière tu as des ports téléphone et ils se branchent sur la ligne analogique de ta box. Ce qui fait que par exemple voilà, j'ai mon numéro en 03 avec ma ligne fixe ici, j'ai un câble qui est branché à l'audiocode, et l'audiocode elle convertit ça en SIP et elle envoie ça sur le 400. Ce qui fait que je peux avec ces téléphones là utiliser ma ligne fixe Orange en faisant de la conversion SIP vers analogique, et après ça repart sur de la fibre chez Orange en SIP. Donc c'est un peu dégueulasse parce que du coup la qualité est pas folle et tout, mais pour le coup ça marche plutôt bien, et ça me permet aussi du coup de réceptionner des appels. Si quelqu'un appelle ma ligne fixe, l'appel il arrive dans l'audiocode, elle le transfère en SIP au téléphone. Et du coup ce qui est stylé aussi avec ça, c'est que je peux faire du filtrage, et c'est ce qu'il y a en place, mais bon on va pas trop en parler aujourd'hui. C'est que vous savez tous les numéros français là, de scam là, c'est du scam pour le coup, hein. Tous ces préfixes qu'on connaît, et moi je suis allé dans mon 400, je lui ai dit tiens le 400, tous les numéros qui commencent par ça, tu me les bloques. Enfin non, tu me les bloques pas, tu me les envoies genre sur un message de dissuasion, tu vois, genre tu me les envoies sur une messagerie vocale avec un message en .wav à la con, genre juste pour se foutre de la gueule des scammers. Et ça marche super bien, et du coup grâce à ce filtrage, grâce à mon PBX, je ne reçois plus aucun appel de scam. Et mieux encore, quand je vais voir dans l'historique de ma box, je vois qu'il y a plein de numéros qui appellent, et il y en a plein qui sont routés genre vers une connerie en fait, juste pour leur faire perdre leur temps. Ça c'est génial, ça me va trop bien. Et je les vois même pas arriver, genre les téléphones sonnent même pas, genre le PBX il sait que c'est un numéro de scam, bam, tu pars sur la messagerie et on se fout de ta gueule.
Ça j'aime bien. Dans cette baie du coup on reconnaît ici le 5000 compact, voilà, où je fais des petits tests en ce moment, qui est sur son propre VLAN. Et on a aussi un AXS qui est juste ici, qui est en toute dernière version et pareil qui sert à faire des tests quand j'ai besoin par exemple de brancher beaucoup d'analogiques. Voilà, j'ai tous les A0 à A7 et voilà, c'est tous des ports analogiques. J'ai aussi des ports numériques ici, voilà, c'est pratique. J'ai même des ports T0 S0 si je veux mettre une borne et tout. Enfin, il sert pour faire des tests aussi. Je me tâte aussi à faire un multisite entre ces deux là et aussi avec le 400. Enfin bref, il y a de quoi s'amuser 2 secondes. Si tu descends un peu, tu tombes toujours sur le 470 qui pour l'instant est éteint parce que en vrai je m'en sers pas vu que j'ai déjà mon 400 virtuel. Donc le 470 il est là, il est prêt aussi pour faire des tests s'il y a besoin. J'ai ma carte FXS ici pour mes téléphones analogiques, ma carte DSI pour mes téléphones numériques. Si j'ai besoin de tester, je peux tester. Et en vrai la star du show ici, c'est qui ? C'est lui. Alors surtout déjà, j'ai une magnifique Eaton 2200 VA qui est incroyable maintenant comme batterie de secours. Ça va vachement mieux qu'empiler des onduleurs, moi je vous le dis. Ça fait qu'en théorie, je peux voir la console de ma baie en direct. Pour ceux qui voulaient savoir, voilà, 0,4 kVA avec tous les trucs allumés. En vrai, c'est pas mal. Donc bref. Et du coup, j'ai ce gros serveur là qui est nouveau. En fait, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez vu dans les dernières vidéos. Sauf qu'au lieu d'être le petit i7 qui me sert de Proxmox, en fait, j'ai mis le Ryzen 9 là-dedans. Voilà. Du coup, c'est mon nouveau serveur de virtualisation. Je l'ai upgradé à 128 Go de RAM parce que sinon, c'est pas drôle. Et j'ai aussi des disques durs en façade, voilà, ça me sert de NAS maintenant. Vous voyez que il n'y a plus mon NAS dans la baie. En fait mon NAS il est dans une autre pièce et il me sert vraiment de cold spare, de backup. Automatiquement toutes les semaines il est wake on LAN. Une tâche de backup AirSync se fait entre ce serveur là et mon NAS qui est dans une autre pièce. Et comme ça j'ai toujours une backup qui est complètement éteinte et qui est à l'abri des virus, de tout ce que tu veux. Voilà, ça c'est cool. Je vous en parlerai un jour. Là je fais un tour vraiment vite fait. Mais du coup voilà, j'en ai fait mon NAS. J'ai mis une carte 10 Go dedans. Il y a encore un disque qui traîne là et ça marche vachement bien. Et du coup c'est le Ryzen 9 qui sert de nouveau de Proxmox. Et c'est là-dessus qu'est hébergé la VM Mi Voice 400. Maintenant du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour et que je vais vous expliquer un peu comment elle fonctionne cette VM. Donc du coup petite présentation devant le PC. Donc là on est sur mon Proxmox, espèce de gros serveur que vous avez vu au-dessus de la batterie de secours. Et c'est lui. Depuis le début c'est le Ryzen 9 et c'est lui qui fait tourner ma VM de Mi Voice 400. Donc la VM est juste ici, vous voyez, bon elle consomme pas grand chose, c'est juste un serveur d'appel. Si je veux j'ai une petite console ici, bon ça sert pas grand chose parce que c'est juste Mytel. Si il y a quand même des trucs utiles. En fait t'as pas vraiment accès à la console, t'as juste accès à ce menu là qui peut t'aider de voir si ton serveur il est sous licence, s'il est bien configuré, etc. Ça c'est juste pour la VM en tant que telle. Moi en réalité j'administre surtout grâce à ceci, c'est la page web directement liée à cette VM, voilà, donc je peux me connecter et c'est comme si vous étiez directement sur l'interface web d'un Asterisk, d'un FreePBX par exemple, sauf que c'est du Mytel. Donc ici j'ai le fameux EID, qui est en fait ma clé secrète qui me déverrouille mes licences, c'est le truc giga important. Vous voyez du coup que j'ai 30 IP users, donc je peux mettre 30 utilisateurs qui ont un terminal physique sur le système. Donc par terminal physique j'entends que ce soit un téléphone physiquement ou un logiciel comme Microchip par exemple. Et ce que j'entends comme terminal virtuel, c'est quelque chose qui aura pas réellement de téléphone attaché à lui, c'est juste ça va servir pour un renvoi, quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà on va aller dans configuration utilisateur, liste d'utilisateurs, et c'est là où j'ai tous les utilisateurs du système. Donc vous voyez, il y a moi, il y a tous les téléphones ici. J'ai mis des petites descriptions quand même sur le côté ici pour savoir qui est qui. Alors oui, j'ai moi aussi ma colonne terminaux, donc je sais que moi par exemple sur mon utilisateur j'ai mon 6930 cible, j'ai mon DECT et j'ai mon 5380 IP. Mais il y a des trucs qui sont beaucoup moins évidents. Par exemple ici pour Kylian, je sais qu'il a un terminal SIP et un SIP DECT. Alors ça veut rien me dire comme ça. En fait si je regarde bien, j'ai son Yealink en terminal SIP standard et en SIP DECT je sais que c'est son 622 parce que vu qu'il a plusieurs types de DECT, je sais exactement ce qu'il a grâce à mes petits commentaires. Donc vous voyez au final que j'ai créé 30 utilisateurs qui à chaque fois prennent une licence IP user et après j'ai des utilisateurs qui sont renvoyés donc ils prennent pas de licence, eux c'est juste une messagerie vocale par exemple. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc comme vous voyez j'ai vraiment fait une séparation, c'est que moi les utilisateurs qui sont chez moi du coup c'est les 14 premiers juste ici, après j'ai 2 licences là de dispo pour quelque chose et après j'ai les autres qui sont dans les sites distants. Après une fois qu'on arrive jusqu'au 229 du coup au dernier 30e IP user on va dire, je me retrouve avec tous mes trucs qui sont renvoyés, qui sont juste des musiques, des choses comme ça. C'est juste des utilisateurs qui ne servent à rien, qui n'ont pas de terminaux physiques. Donc par exemple si je clique dessus, vous voyez qu'il n'y a aucun terminal d'associé et si je vais voir dans messagerie vocale, vous voyez qu'il est automatiquement renvoyé sur la messagerie vocale après dans laquelle il y a un enregistrement en point .wav de 193 secondes. Voilà, donc juste ça répond et ça diffuse le message. Voilà, ça me sert juste à ça, les terminaux virtuels. Effectivement pour le coup ces trucs là ne me prennent pas de licence. Ensuite comment ça se présente la configuration d'un utilisateur rapidement, c'est plutôt simple. Si par exemple je clique sur le mien, vous voyez qu'on a des paramètres de base comme dans tout IPBX, puis on a surtout quelle licence est prise, quel jeu d'autorisation est pris, et ça c'est très utile, on va le voir après. Quel acheminement est pris, ça veut dire quel acheminement tu utilises du coup pour prendre comme ligne extérieure. Par exemple moi ici c'est Tom Audio Code parce que c'est un téléphone qui est chez moi, mais par exemple j'ai pas envie que quand Kylian il décroche un de ses téléphones,
et ben il puisse appeler depuis son téléphone chez lui avec ma ligne fixe chez moi. Parce que vu que c'est tout sur le même système, il pourrait le faire. Donc en fait je lui précise ici, on a la SPA de Kylian dont on vous parlera après, et moi du coup pour sortir avec ma ligne fixe et pas celle de Kylian, je fais ici. Par contre si ici je fais Kylian SPA et que j'applique, et ben là mon téléphone fixe il va sortir avec la ligne de Kylian qui est chez Kylian. Ça peut être utile pour bidouiller des trucs, mais dans mon cas voilà, moi je vais sortir avec ma ligne fixe. Après voilà, on a du coup ici la configuration des terminaux physiques qui sont liés à l'abonné. Vous voyez que c'est pas très compliqué, ici on a les renvois d'appels. On a ici la présence, si tu veux te mettre en mode DND, bah voilà tu peux le faire. D'ailleurs normalement c'est plutôt réactif, par exemple si je mets le mode DND et que je fais recharger, vous voyez hop il m'a passé en DND. Si je l'enlève sur le téléphone, il l'a mis en normal. C'est le gros avantage quand même du Mi Voice 400, c'est que c'est très bien connecté avec les téléphones de la marque Mitel. Et tu peux faire des trucs un petit peu comme ça où vraiment c'est le PBX qui communique avec le téléphone et inversement. Ce que je trouve tu peux pas faire par exemple avec un Yealink et puis un Free PBX, alors tu peux, mais c'est quand même moins avancé je trouve qu'avec les deux de la même marque. Après voilà, je vais pas vous faire tous les réglages. Si je veux changer des touches, bah comme je vous l'avais montré un petit peu plus tôt, je peux cliquer juste ici et là du coup j'ai une représentation de mon terminal physique, ce qui est extrêmement stylé. J'ai juste à cliquer sur la touche et je peux aller la modifier. Donc là c'est une touche vide. Et moi vu que j'ai un module d'extension sur mon 6930, et bah si je descends voilà j'ai toutes les fonctions avec mon 6930. Donc à chaque fois pour faire une supervision d'abonnés, c'est-à-dire avoir la touche qui clignote quand quelqu'un est appelé, et ben c'est ce qu'on appelle un champ d'occupation. Ça c'est un terme un peu spécifique au 400. Ce qui est bien c'est que comme je vous l'ai dit plus tôt, bah du coup tu peux repiquer l'appel. Si t'as une touche qui clignote, tu peux appuyer sur la touche et hop ça repique l'appel à la personne qui sonnait d'origine. C'est à ça que ça sert le champ d'occupation, contrairement à la touche numérotation. Si par exemple je prends une touche vide et que je lui dis numéro d'appel, je peux donner un nom à la touche et là je peux lui mettre un numéro comme ça à appeler, et si j'applique, et ben en fait cette touche quand je vais appuyer dessus ça va composer ce numéro tout simplement. Moi ça ne me sert pas à grand chose je vous avoue, mais voilà. Et ce qui est bien c'est que du coup quand je provisionne une touche ici elle est vraiment faite en direct sur le téléphone, ça c'est stylé. Pareil ce qui est bien du coup c'est que c'est vraiment adapté. Par exemple si je vais voir les touches de mon 5380, vous voyez que j'ai vraiment le 53 avec son extension de touche qui est là. Je peux cliquer sur une touche en particulier, aller la modifier, enfin ouais franchement c'est bien foutu. C'est l'avantage d'avoir un truc tout Mytel pour le coup. Et ce qui est bien pour le coup c'est que ça marche aussi en SIP standard, comme on l'a vu, bah j'ai pu mettre un Yealink dessus par exemple, ça marche très bien, c'est du SIP. Simplement techniquement la licence SIP standard coûte un peu plus cher que la licence Mytel SIP, mais là si on commence à aller là-dedans, enfin bref voilà. Donc voilà, j'ai tous mes utilisateurs, j'ai tous mes sans fil, j'ai même mon modem ici qui apparaît grâce à la TA qui est dans la baie. Ah oui aussi un truc un peu con avec le 400 mais qui a bah uniquement sur le 5000, c'est que sur le 5000 tu as l'auto-provisioning des TA. En fait littéralement t'as un menu dans le 5000 où tu peux lui dire bah voilà tiens tu prends cette TA, tu prends toute la configuration et c'est toi qui fais la conf. Et du coup dans le 5000 t'as juste à lui mettre le numéro en face du port et ça marche, c'est vraiment plug and play, c'est cool. Ce qui est pas du tout le cas sur le 400. Donc sur le 400 et ben je suis obligé à la mano et ben de me rendre sur la page web de la TA, de me loguer et d'aller faire mes paramètres vraiment à la mano. Donc d'aller ici dans SIP, d'aller lui mettre le compte SIP, en plus ça rame bien une TA comme vous voyez. Enfin bref c'est le problème d'avoir un 400 en particulier pour les TA. Donc voilà, à part ça j'ai quoi d'autre? Bah j'ai aussi l'OMM avec du coup mes bornes là, vous voyez juste derrière moi. Cette bande du coup héberge cette page web que vous voyez ici et c'est le système SIPDECT qui est du coup auto-provisionné par le 400. Donc ici c'est pas très compliqué, je retrouve bah du coup la liste de mes bornes. J'ai aussi la liste des utilisateurs, voilà, des terminaux qui sont physiquement sur le système DECT. Et en fait tout ça c'est auto-provisionné par le 400 ici dans l'onglet SIPDECT système. En fait vous voyez ici bah du coup je peux me connecter et auto-provisionner le système SIPDECT. Donc en fait tout est géré par le 400 et tout fonctionne bah du coup en symbiose puisque c'est la même marque et c'est bien fait. Mais tu peux complètement utiliser de l'OMM sans Mytel en fait, ça fonctionne très bien. J'ai déjà testé de le mettre sur un astérisque, alors tu te fais chier avec les confs et du coup à le mettre en SIP standard, mais ça fonctionne. Ce qui est bien c'est que vu que les infos remontent, bah du coup quand j'enregistre un téléphone sur la borne, je le vois du coup arriver ici dans téléphone DECT, j'ai le même menu un peu que sur l'OMM, j'ai la liste de mes bornes, etc. Un truc qui est vachement bien dans le 400 aussi, c'est que tu peux le configurer un peu comme tu veux. Soit tu configures l'arrivée et la sortie des appels directement comme un barbare avec la vue de la liste, où t'as ton plan de numérotation, tes interfaces réseau physiques, les faisceaux, les acheminements, les SDA, les EDA, les raccordements collectifs, enfin bref. Ou alors on te propose aussi de le faire avec la vue graphique, c'est ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure plus tôt dans la vidéo, où t'as juste bah, le cheminement de tes appels. Si je me dis bah par exemple j'ai un appel qui arrive chez moi sur l'interface audio code physique, j'ai juste à faire clic droit, montre-moi toutes les positions de commutation, et là je vois vraiment le cheminement des appels, donc voilà, qui vient de mon interface réseau, qui arrive sur mon faisceau, qui arrive sur le plan SDA, puis après sur la bonne EDA, puis après éventuellement sur un raccordement collectif jusqu'à l'utilisateur. D'ailleurs raccordement collectif c'est des groupes en fait, ils appellent ça raccordement collectif, c'est juste un groupe d'appels. Et bref voilà, je peux avoir ça comme ça et je peux voir comment les appels arrivent chez moi, c'est plutôt bien foutu. Du coup à ce système moi j'ai connecté bah du coup mon interface FXO audio code que vous avez vu un petit peu plus tôt. Kylian il a l'équivalent mais chez Linksys, une SPA3102. Et en fait nos lignes fixes sont connectées au système, au 400, et après on peut faire ce qu'on veut avec les appels. Voilà, quand ça arrive chez moi on voit que ça arrive sur l'étagère Ikea. Si je le fais pour chez Kylian on voit que ça arrive sur son 6920 par exemple. Enfin bref, j'ai mon interface réseau qui pointe sur un faisceau qui est en fait un agrégat d'interface réseau. Ce faisceau il emmène l'appel
appels jusqu'à l'EDA, l'élément de distribution des appels. Et c'est là où du coup je vais vous montrer un petit truc stylé, c'est que voilà, vous voyez là j'ai bien ma ligne fixe qui arrive ici sur cette EDA. Et vous voyez que la destination de l'EDA, et ben en fait il y en a 3 positions de commutateur, 1, 2 et 3. Et là c'est plutôt intéressant. Il y a un truc qui est super sur le 400, c'est ce qu'on appelle les positions de commutation. C'est vraiment tu changes l'autocom de mode et c'est super stylé pour le coup, j'ai pas trouvé d'équivalent sur Asterisk. Un truc qui dit si je suis sur la position sur le switch 1, et ben les appels ils arrivent à tel endroit. Ici ils arrivent sur le raccordement collectif 16 du coup qui est un groupe avec des téléphones dedans. Si je passe le switch en position 2, et ben j'arrive sur le raccordement collectif 6 qui est un truc vide. Et c'est par exemple super utile si je dis bah par exemple je veux que les appels ils arrivent en position 1 le jour sur un groupe d'appels, mais la nuit je veux pas qu'on me fasse chier, donc position 2 la nuit. Ça arrive sur le groupe aucun appel. Et ce qui est bien c'est que cette position de commute, et ben je peux le faire soit à la main avec une touche, donc si j'appuie sur la touche par exemple, et bien ça s'active. Et ce qui est encore mieux c'est que c'est synchronisé avec tous les téléphones où j'ai programmé la touche, donc par exemple si j'appuie sur un téléphone, automatiquement tous les téléphones se réveillent et ils se disent tiens voilà la position de commute elle a changé. Ce qui fait que depuis n'importe quel téléphone qui a la touche, et ben je peux changer la position de commute, du coup je peux dire non là je suis pas en mode nuit, là je suis en mode nuit, et ça fonctionne aussi avec les fonctions horodatées programmées. Donc comme vous voyez ici, j'ai fait en sorte que automatiquement entre 8h et 22h la semaine et entre 9h et 22h le week-end, tous mes arrives appellent normalement le jour, et la nuit, ils arrivent sur un truc vide, juste bah voilà on répond pas, on nous fait pas chier, le téléphone sonne pas la nuit. Du coup ce qui est drôle c'est que bah automatiquement à 22h on voit toutes les touches sur tous les téléphones qui poup s'allument, et dès qu'il est 8h, et bah tac toutes les touches s'éteignent, on est de nouveau en mode jour. Ça c'est stylé. Vous voyez aussi du coup que ça fait un code de fonction. Ce qui est intéressant c'est que même si j'ai pas la touche sur un téléphone, si je prends par exemple un DECT et que je fais le code de fonction étoile 85 012, et ben ça active le groupe de commutation en mode nuit. À l'inverse si je fais étoile 85 011, ça le remet en mode jour. Voilà, je peux le faire, je suis pas obligé d'avoir la touche, ça c'est cool. Et surtout ce qui est bien avec cette histoire de groupe de commutation, c'est que ça me permet de gérer les autorisations aussi. Vous l'avez peut-être vu plus tôt, mais quand je vais dans la liste d'utilisateurs, vous voyez que j'ai jeu d'autorisation. Par exemple, Maison Tom, en fait on a le droit de tout faire quand on est dans le groupe Maison Tom. Si je clique dessus, vous voyez que bah en externe j'ai le droit à l'international, c'est-à-dire que j'ai le droit de faire des appels internationaux, tout est ouvert. En interne du coup de base c'est ça le jeu d'autorisation, donc il y a 2-3 trucs qui sont bloqués, ça c'est les trucs de base du 400. En fait t'as ta fonction ici qui dit fonction de base, tout est libre, et si tu en mets dans liste ouverte, ça les bloque. À l'inverse, si je me mets en mode tout est bloqué et que je mets des trucs dans liste ouverte, ça les autorise. En fait c'est le principe de liste blanche, liste noire. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai été malin, vu que chez moi j'ai des téléphones genre le téléphone de ma cuisine ou mon interphone, j'ai pas envie que les sites distants puissent les appeler, ces trucs là, j'ai pas envie que mes potes puissent appeler mon interphone. Et bah du coup ce que j'ai fait c'est que mes potes, ils ont leur propre jeu d'autorisation. Et du coup quand je l'ouvre ce truc là, je sais par exemple qu'ils ont pas le droit à l'externe, ils ont pas le droit de passer par ma ligne fixe, ils ont pas le droit de faire des appels à travers ma ligne, c'est mieux. Et en interne ils ont aussi leur propre jeu d'autorisation, qui fait que de base tous les numéros sont bloqués, ils ont rien le droit d'appeler, sauf tous ceux qui sont dans cette liste. Ce qui me permet en gros de faire un vrai contrôle granulaire et de dire bah toi t'as tel jeu d'autorisation, et du coup t'as pas le droit d'appeler tel numéro, t'as pas le droit de me faire chier par exemple. Et encore mieux, je vous ai parlé des groupes de commutation tout à l'heure. Les groupes de commutation, ils servent aussi en position 1, position 2 ici pour les jeux d'autorisation. Ce qui fait que par exemple, et ben les gens qui sont sur les sites distants, le jour ils ont le droit d'appeler tous les téléphones qui sont dans mon bureau, mais la nuit ils ont juste le droit d'appeler genre la messagerie vocale, c'est tout, ils ont pas le droit d'appeler, ils ont pas le droit de s'appeler entre eux non plus. Comme ça, dès qu'on passe en mode nuit, non seulement moi je reçois plus les appels de ma ligne extérieure, non seulement quand quelqu'un appuie sur mon interphone, ça nous fait pas sonner, ça nous réveille pas la nuit, mais en plus de tout ça, ça fait en sorte que mes potes peuvent pas juste appeler mes téléphones et me faire chier la nuit, et ils peuvent pas s'appeler non plus entre eux, et ils peuvent pas se faire chier entre eux. Juste avec la commutation automatique avec les horaires ou un appui sur le bouton de mon côté. Et évidemment, vu que eux, dans leur discrimination, ils ont pas le droit de faire étoile 85 011 ou étoile 85 012, même si je leur programme une touche sur leur téléphone avec la position de commute, si eux ils appuient dessus, il se passe rien. C'est juste une touche qui s'allume et qui s'éteint pour leur dire t'es en mode nuit, t'es en mode jour, mais eux s'ils appuient, bah juste ça fonctionne pas, ça fonctionne que chez moi parce que j'ai les bons jeux d'autorisation sur mes téléphones. Et ça permet vraiment de faire genre littéralement comme des ACL, de la sécurité niveau des téléphones. Ça permet aussi du coup de pas avoir des systèmes séparés pour chez moi et puis le délire avec mes potes, de pouvoir tout contrôler sur un même système sur le 400. Aussi ce que j'ai fait, j'ai pas été trop con, Kylian il a beaucoup de téléphones chez lui et il a surtout sa ligne fixe. Du coup lui par exemple dans son jeu d'autorisation qui est rien qu'à lui, le jour il a le droit d'appeler mes potes, les téléphones dans mon bureau, il a le droit de faire des appels sur sa ligne fixe, et il a le droit d'appeler ses téléphones. Et en mode nuit, il a juste le droit d'appeler ses téléphones entre eux, c'est tout. Il a un jeu d'autorisation différent, mais du coup comme ça lui, bah il peut quand même s'il est 3h du mat, s'il a envie de s'amuser, il peut appeler ses téléphones entre eux. Voilà, c'est vraiment un contrôle granulaire et tout se fait, ce que j'aime beaucoup vraiment c'est que tout se fait juste avec une touche, c'est-à-dire que j'ai une touche qui me change les arrivées des appels et les autorisations, qui vraiment commute le système, c'est pour ça que ça s'appelle groupe de commutation, et c'est plutôt stylé. Et du coup moi chez moi j'ai tous les droits, et les autres bah ils ont des droits différents en fonction de qui ils sont, en fonction des horaires, etc. Bref, c'est vraiment pas mal, c'est de la configuration
fonction un peu poussée de l'autocom, et du coup ça permet, bah, si tu oublies de mettre le mode DND sur ton téléphone, parce que tu peux quand même mettre le mode DND, forcer un mode DND, et ça, bah, peu importe la position de groupe de commute, bah du coup tu vas pas recevoir l'appel. Si t'as oublié de le mettre, par exemple, que tu vas te coucher, et bah il y a quand même ce groupe de commute automatique qui fait en sorte que personne peut te faire chier à 3h du mat, sauf moi, parce que j'ai tous les droits, mais moi je le fais pas. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal, c'est des petites fonctionnalités comme ça qu'il y a sur le 400 que j'ai pas vraiment retrouvé ailleurs, où ça doit exister, bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien intégré quand même comme PBX, et il y a rien que le fait que voilà, bah grâce à ça, j'ai vraiment de l'auto-provisioning. Étant donné que tous mes potes sont connectés avec leur pare-feu en VPN IPsec à mon Fortinet qui est dans ma baie, le gros avantage c'est que bah quand tu branches un téléphone chez eux, vu qu'il y a un DHCP relais avec les bonnes options DHCP 43, ça fait que là-bas vraiment t'es dans le bon VLAN, tu branches un téléphone même qui est tout neuf, qui a jamais servi, il va automatiquement trouver le PBX, automatiquement télécharger un bon firmware, automatiquement se provisionner, arriver moi dans mon interface web, j'ai plus qu'à lui affecter un utilisateur, bam, c'est réglé. Et ça, franchement, c'est super cool. C'est vraiment de l'auto-provisioning qui marche nickel. Donc voilà, maintenant je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir directement comment c'est foutu, par exemple, sur un des sites distants, donc chez Kylian. Et nous voici chez Kylian. Bonjour Kylian. Waouh. Déjà, c'est même pas la bonne. Donc nous voici chez Kylian pour sa baie. Donc on va présenter un petit peu bah, ton infra, enfin niveau téléphone et tout, qu'est-ce qu'on a fait, c'est un des sites distants. Et voici donc la magnifique baie informatique, voilà, donc bah ça, y a rien de bien fou, il y a pas de serveur là-dedans vu que c'est juste une petite baie, mais... Vous reconnecterez sûrement en haut mon ancien switch 24 ports, ici on a une petite SPA de Cisco, donc on va parler après, un petit serveur ici, une box, un UEG évidemment pour le VPN, parce que sinon c'est pas drôle, merci Zixel. Techniquement Zixel ils te l'ont pas sponsorisé, l'UEG c'est moi qui te l'ai sponsorisé. Voilà, c'est là où toute son informatique arrive, il a même un petit serveur juste ici. Voilà, c'est un as, c'est magnifique, hein. Sur un... Oui, je sais, sur un frigo, c'est bien, c'est une bonne idée, comme ça, dès que tu claques la porte du frigo, et ben ça déglingue tes disques. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait au IP déjà? On a une Cisco SPA, voilà, ce modèle-là, qui sert en fait à prendre la ligne analogique qui sort de la box, pour comme ça on ait le numéro de fixe, et qu'il arrive dans le système. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand un appel arrive sur sa ligne fixe, là, sur sa box, et ben il y a un petit câble analogique qui arrive jusqu'à la Cisco ici, et après, ben, la Cisco, elle transforme ça en SIP, elle envoie ça via le VPN jusqu'à chez moi, mon autocom traite tout, et après il renvoie l'appel, et ben sur tes téléphones qui sont branchés sur le switch là-haut. Donc ça permet de faire en sorte que la ligne fixe d'ici, et ben elle passe à travers le VPN, elle fait je sais pas combien de dizaines de kilomètres, et en fait elle fait un aller-retour. Et comme ça tu peux avoir ta ligne fixe sur tes téléphones SIP. C'est bio. Exactement. Et dans la théorie, ça me permet aussi de bloquer les appels publicitaires. Voilà, exactement comme moi je fais. Normalement ça fonctionne. Actuellement ça ne fonctionne pas parce qu'on est mauvais. Et de toute façon, la SPA fait un peu son bordel dans toute l'infra. On est d'accord que c'est un enfer la SPA. C'est vraiment la pire interface web qu'on ait jamais vue de notre vie. L'interface date de 2003. Si j'ai une passerelle à vous conseiller, c'est pas une Cisco, c'est pas une AudioCode, c'est vraiment genre une grand stream. Je pense que ça va beaucoup mieux parce que ça c'est vraiment de la merde. Ah bah c'était fait pour les années 2000, on avait vraiment besoin d'analogique et vraiment c'était pratique, mais là effectivement c'est merguez. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à côté? Et ben à côté de la baie on se retrouve avec, vous reconnaissez ça, c'est une RFP35. Voilà, je vous en ai déjà parlé, mais c'est la version avant des RFP45 que j'ai. Et littéralement ça fait partie du système DECT qu'il y a chez moi, c'est juste ça passe à travers le VPN. En fait bah regardez là avec l'interface web, c'est juste que j'ai rajouté un cluster, c'est-à-dire que ben voilà, moi j'ai mes 3 bandes chez moi, j'ai ajouté celle-ci en cluster distant. Et du coup ce qui est bien c'est que tous les phones DECT qui sont chez moi, bah si je les amène ici, bah juste ils fonctionnent en fait. C'est plug and play. Et du coup ça permet aussi à Kylian d'avoir plein de téléphones DECT qui sont sur mon système 400 et ça rentre à travers le VPN et c'est stylé et ouais c'est pas mal. Et ça fait une petite infra voilà qui paye pas de mine mais qui est bon, qui est bien hein. Et du coup si on allait voir tes téléphones. Oui. Et donc nous voici dans le royaume des téléphones. Oui, donc vous voyez, je suis pas le seul fou à avoir autant de téléphones. Voici le magnifique setup de Kylian. Kylian, veux-tu bien nous faire un tour de ton magnifique setup de téléphone? Alors ici, nous avons un fax browser Personal Fax, qui est un fax. Ensuite, nous avons ici un 5380 version IP, en sachant que j'ai acheté un lot de 2 téléphones, dont un neuf qui était censé être des 5380 IP, et il s'avère que le 5389 est un 5380. Pas IP. Pas IP. Yeah, Link. Voilà, la sonnerie est aussi chinoise que le téléphone. Voilà. Nous avons un 6863i qui n'est pas branché, mais qui a fonctionné dans sa vie. Ensuite, nous avons mon cœur de réseau, mon 6920, donc mon 6920 qui est le premier téléphone de ma collection et qui sert également on va dire de switch, car il prend le signal qui monte de la baie en bas. En fait, non mais on a fait un truc dégueulasse, c'est que lui il est branché à la prise murale Ethernet et c'est lui qui porte tous les VLAN, genre même le VLAN data, téléphonie, et qui ressort. Et je crois que derrière tout ce merdier, tu as un switch qui lui aussi ressort les VLAN. On a fait un truc dégueulasse, je crois. Il y a un switch sur un téléphone.
Et sur un switch après. Sur un switch. Mais j'ai fait ça parce que l'avantage, c'est vu que le switch en bas envoie du PoE, eh bien le téléphone est alimenté depuis la prise. Oui, parce qu'à l'époque, il avait pas de switch PoE ici. Maintenant, t'en as un, donc c'est... Maintenant, j'en ai deux. Ensuite, nous avons alors celui-ci, ce magnifique Alcatel. Ensuite, nous avons ce Alcatel. Et un autre Alcatel. Non, en fait, il y a deux analogiques un peu stylés, et puis le fameux, le classique. 5880S. C'est ça la référence? Il me semble, si je dis pas de bêtises. La fameuse sonnerie classique des Alcatel, voilà. Mais c'est la version IP, voilà. C'est aussi sur le 400, cette merdouille, hein. On s'est amusé, on a... Voilà, on teste juste des marques, vous voyez qu'il y a des marques un petit peu dans tous les sens, c'est n'importe quoi. L'avantage, c'est que ce téléphone SIP a un profil SIP standard. Comme tous les téléphones SIP qui viennent, merci en tout cas pour ton... Non, il y a des postes SIP qui sont propriétaires et qui ne sont pas en poste ouvert. Oui, mais du coup, c'est un propriétaire IP, ça s'appelle pas un SIP. S'il fait pas du SIP, le 53 par exemple, il fait du propriétaire IP de chez Astra Mytel. Donc ce n'est pas un poste ouvert, donc les postes ouverts font son SIP. Oui. Ok, donc c'est un poste SIP. Apprenez tous les jours avec... Tu nous as pas parlé de ton magnifique petit analogie? Ah, non, avec le répondeur intégré. Oh putain, c'est beau. Please leave a message. We will call you back as soon as possible. Ah! Alors techniquement là, si j'avais appuyé sur la touche enregistrer, sauvegarder au bout de 3 bips, ça aurait enregistré le message, mais comme j'ai laissé défiler, bah, le message est supprimé automatiquement. En fait, il y a une cassette là-dedans. Waouh! Elle est toute mimi en tout cas. Il y a marqué Alcatel dessus, c'est génial. Et ouais, en fait, c'est ça qui fait le répondeur et qui enregistre le répondeur, voilà. Donc, c'est la petite curiosité. Vu qu'apparemment, monsieur aime bien les curiosités, je ne vise personne. Vous verrez aussi ici de magnifiques DECT, voilà, qui sont connectés à la borne en bas. Et deux magnifiques terminal adapteurs de chez Mytel. On a une vraie Mytel ici et une fausse Mediatrix parce que c'est la même, vous voyez bien. Il y a juste l'étiquette devant qui change. Donc, bon, voilà, ça marche très très bien. Elle a un firmware de Mytel, hein, la Mediatrix. En fait, la Mediatrix, on lui a forcé un firmware de Mytel en TFTP. Et genre, elle a rebooté, elle s'est transformée en Mytel sur la page web. Donc voilà, on a deux TA Mytel. Regardez pas trop l'étiquette là. Et du coup, de suite, à ce truc là qui est branché, lui, le fax. Voilà, donc ça fait combien de téléphones? Allez, on va dire 4 analogiques. On a 2 DECT et en SIP, on en a un. Bon, tu peux dire 2 pour IP, 3, 4. 11 si on compte les 2 PN, Ericsson. 12, le HPF. Mais du coup, t'es aussi fou que moi, parce que moi, j'en ai même pas autant dans mon bureau. Voilà, donc ça c'était pour la partie chez Kylian, donc je suis pas allé faire un tour dans tous les sites distants parce qu'il y en a un peu dans toute la France, mais globalement voici des photos à quoi ça ressemble. Chez eux ils ont chacun leur petit pare-feu, leur petit USG qui monte la session VPN avec leur téléphone. Voilà, c'est magnifique. Et c'est comme ça qu'on a fait vraiment un réseau de téléphonie où genre t'as le PBX chez moi et puis t'as plein de téléphones partout dans la France. Et c'est un peu stylé, voilà, on s'amuse. Mais là du coup il y a une question que vous vous posez sûrement. Pourquoi ? Pourquoi avoir plein de téléphones chez moi? Eh ben, en vrai, c'est exactement la même réponse que si quelqu'un te posait la question « Pourquoi est-ce que t'as plein de serveurs chez toi ?» Pourquoi tu fais des conteneurs Docker? Pourquoi tu fais des serveurs Minecraft? Pourquoi t'as une baie? Pourquoi t'as un Homelab? Pourquoi tu remplaces ton pare-feu par un truc plus puissant? Eh ben c'est toujours la même réponse, c'est pour s'amuser. C'est comme pour vous avec votre informatique chez vous, c'est pour s'amuser. Si vous avez un Homelab, vous comprenez pourquoi c'est fun d'avoir un Homelab. Et vous comprendrez du coup sûrement pourquoi c'est fun d'avoir des téléphones. C'est parce qu'on peut tester des trucs, t'explores des systèmes qui sont ultra compliqués et qui sont pas du tout faits pour fonctionner chez un particulier. Et toi t'essayes de les faire fonctionner. Et ça c'est cool. C'est la même raison pour laquelle il y a des gens qui mettent des caméras, du contrôle d'accès, des haut-parleurs connectés chez eux. C'est parce que c'est cool et c'est fun à faire, tout simplement. Et malgré tout, ça reste un peu un réseau sécurisé parce que toutes les informations P2P, elles passent dans mes tunnels IPsec, tout est chiffré, et techniquement c'est un peu plus secret que de faire de la voix via Discord par exemple. Ça, niveau vie privée, pour le coup, c'est l'un des meilleurs trucs que tu puisses faire. Et en vrai, ça marche plus souvent que Discord, quand c'est pas moi qui pète tout, donc en vrai c'est cool. Alors maintenant que je vous ai montré tout ça, qu'est-ce qui se passe si vous avez envie de tester un petit peu de VoIP chez vous? Déjà, mon premier conseil, c'est de ne pas partir chez Mytel. J'ai pu me démerder pour avoir des licences et un matos ok tiers, mais en vrai, si vous cherchez à faire ça, vous allez juste vous faire chier. Ne partez pas là-dedans, c'est vraiment un incroyable bourbier. Mon conseil, ça serait déjà de commencer à bidouiller avec de l'astérisque, notamment avec FreePBX. Avec ça, pas de souci de licence, c'est dispo en machine virtuelle, et ça permet un petit peu de tester la VoIP chez vous. D'ailleurs, pour tester, vous n'êtes pas obligé d'acheter un téléphone physique. Vous pouvez par exemple utiliser un logiciel comme Xlite ou
micro SIP et le connecter à votre astérisque. Et ça fonctionnera très bien pour tester. Et si ça vous chauffe, et ben je vous recommande les divers Yeeling, Polycom et autres que vous trouvez genre à 20 balles sur le bon coin. Ça fait parfaitement l'affaire pour faire des tests. Pensez juste bien à prendre un modèle SIP et pas un truc analogique ou numérique, sinon ça marchera pas. Si vous souhaitez faire fonctionner des modems analogiques ou des téléphones analogiques, vous pouvez aussi acheter l'équivalent d'une TA chez Mytel mais chez d'autres constructeurs. Par exemple, il y a Grandstream, Linksys, Canfon, ça marche très bien et ça vous fera une passerelle analogique vers votre IPBX virtuel. Enfin, si vous êtes assez motivé pour vous lancer dans du Mytel, prenez un A5000, prenez pas du 400. Tout simplement parce qu'un 400, ça supprimera complètement ses licences si vous le réinitialisez. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous êtes un peu obligé. Alors pour le coup, un AXS, même quand tu lui fais un contrôle-I, il garde toutes ses licences. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était ma vidéo sur la VoIP. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie de bidouiller des trucs chez vous. Quant à moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!